D'abord, le rapport que j'ai présidé en 2001 n'avait pas été commandé. On m'avait demandé de présider un rapport, on n'a rien commandé en ce qui concerne les conclusions du rapport. Soyons clairs, parce que vous aimez ça, Mme Prémont, être très précis sur les points, et j'apprécie d'ailleurs votre précision. Et donc, c'est un comité sur l'assurance médicaments. Et, le mandat de ce rapport, c'était sur la pertinence et la faisabilité d'un régime universel. Universel, entre guillemets, si vous voulez, mais universel dans le sens que toute personne est impliquée, public d'assurance médicaments. Alors, la question, c'était, nous avons un régime mixte. Est-ce qu'on veut simplement avoir un régime totalement public ou même, on avait soulevé la question, est-ce qu'on veut un régime totalement privé ou est-ce qu'on garde ce régime mixte? D'accord? C'était ça Et la conclusion du rapport avait été que le régime mixte fonctionne, permet à tous d'avoir accès aux médicaments sans barrière financière importante. On ne prétendait pas que le système était parfait. Et si vous allez relire le rapport de 2001, vous allez voir qu'il y avait une série de recommandations pour tenter de l'améliorer à la marge, mais essentiellement, le système qu'on connaissait était raisonnable. D'abord, maintenant, pourquoi un système mixte préférable à un régime totalement privé? Non, maintenant, mentionnons qu'un régime privé, et soyons clairs avec ça, c'est une entente entre un employé et un employeur. Il n'y a personne qui est forcé à rester avec son employeur s'il décide que ça ne lui convient pas. C'est une entente en ce sens qu'il y a un arbitrage entre un salaire ou une couverture d'assurance médicaments. Beaucoup de gens vont solliciter un emploi où la couverture d'assurance médicaments est intéressante pour toutes sortes de raisons. Ils sont peut-être plus à risque. Et au contraire, souvent, les gens plus à risque vont chercher une couverture d'assurance médicaments privée parce qu'ils n'ont pas révélé leur degré de risque de toute façon pour avoir justement cette facilité pour un certain nombre de médicaments, pour une plus grande facilité à être remboursé, etc. Donc ça, c'est une entente entre les deux. Et lorsque l'entente ne fait pas l'affaire de l'employé, ben là, il peut simplement changer d'emploi. Bon, je comprends qu'il y a des régimes qui sont, il y a des employeurs qui sont trop petits pour offrir un régime très complet et à prix modeste. Et là, évidemment, ça devient difficile. Là, vous avez donné un exemple là, tantôt. Mais là, il faut changer soit de régime, il faut que ce groupe-là ouvre vers d'autres régimes et se mobilise avec d'autres régimes. C'est ce qu'il fait présentement. Il y a beaucoup de regroupements qui se fait dans le marché. Ou alors, il faut donner les salaires appropriés pour un certain nombre de ces personnes-là, mais ça se ferait pas sans consensus essentiellement, et ça se fait pas évidemment sans des difficultés, si vous voulez. Quand il y a des gens qui ont des contraintes, et on peut pas tous les solutionner. Alors, on était contre, et je suis encore contre, un régime totalement privé. Pourquoi? Parce qu'il y a une exclusion. C'est clair que si c'est un régime totalement privé, il y a des gens qui ne seront pas admis dans le régime, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, entre autres. Donc, il faut qu'il y ait une partie publique dans le système. Ça me paraît très clair. Le régime, donc, dans un système maintenant, pourquoi on pourrait examiner l'existence d'une assurance médicaments universelle essentiellement? Alors, juste un point pour revenir sur cette question de système totalement privé. Si on exclut, évidemment, comme on a une assurance maladie gratuite en aval, ben là, c'est clair à ce moment-là qu'on va ramasser le morceau au niveau essentiellement de la collectivité. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas d'exclusion. On veut que les gens puissent profiter du fait que les médicaments, ça soigne les gens, ça rend les gens dans un mieux-être, et que si on ne le fait pas, ben automatiquement, ils seront ramassés par l'assurance maladie, et là, collectivement, on va tout prendre. Donc, cette exclusion, donc, n'est pas acceptable. Ce qui nous amène donc à avoir un régime, au fond, universel, entre guillemets, là, je mets toujours les guillemets, pour que chacun puisse participer au régime, et chacun a aussi l'avantage de participer à son financement. Je reviendrai là-dessus. Il faut faire attention aussi aux silos qu'on voit souvent dans ces discussions-là. On examine la hausse des médicaments, mais les médicaments, là, c'est efficace. Et ça doit baisser à un moment donné l'hospitalisation quelque part. Et si tous les deux haussent, c'est parce que les demandes augmentent de chaque côté. Ce n'est pas une question qui sont complètement à part, cette histoire-là. Le silo est très, très, très dangereux dans cette question. Et je pense qu'il faut regarder l'ensemble du système, aussi bien donc du côté des médicaments que du côté de la maladie.
Maintenant, pourquoi ne pas retenir l'idée d'un régime universel public, comme notre collègue là le suggérait? Et on va en entendre parler dans sa campagne électorale, si j'ai bien compris en plus. Bon, d'abord, c'est parce qu'il y a une contribution de l'employeur. Excuse-moi. La contribution de l'employeur dans les régimes privés libère des ressources publiques. Hein? Je parle de la contribution de l'employeur, pas de l'employé, parce que l'employé va être repris plus tard dans le secteur public, essentiellement. Hein? Soit sur ses formes d'impôts, soit sur ses primes, c'est quoi assurance. Mais l'employeur, lui, il contribue à cette assistance médicament privée ou cette assistance médicament pour l'ensemble des citoyens qui ont la possibilité d'avoir un régime privé. Et ça, c'est de l'ordre d'environ 2,5 milliards à 3 milliards. Ça représente au Québec. Là. Je suis dans le contexte québécois, d'accord? Donc ça libère 3 milliards environ, 2,5 milliards, 3 milliards de dollars du secteur public pour d'autres choses, dont l'éducation peut-être en passant, tiens, juste pour entrer dans les cœurs de l'actualité. On perdrait cette question-là. Et moi, je suis convaincu que les employeurs aimeraient beaucoup se libérer de cette assurance médicaments et leur transférer au régime public. Par contre, le régime public, évidemment, voit mal comment est-ce qu'on pourrait essentiellement ramasser tout le coût compte tenu des finances publiques qui déjà en 2001 étaient déjà difficiles avec la récession qui s'est pointée en 2002. Et inutile de vous parler qu'en 2012, la situation des finances publiques est extrêmement difficile. Donc un coût public là qu'il va falloir trouver, et c'est pas facile de trouver 2 à 3 milliards. La présence des régimes privés se limite uniquement à un régime d'assurance, d'accord? Donc, il n'y a pas de dimension redistributive. Et contrairement à Mme Frémont, moi, je ne veux pas d'assurance qui ait une partie redistributive. L'assurance, c'est un partage de risques. C'est une mutualisation de risques. Si on veut redistribuer les ressources, il y a d'autres façons de faire. On transfère des ressources. On n'utilise pas un système où il y a une mutualisation des risques pour simplement s'amuser à redistribuer des ressources, et je reviendrai là-dessus. La présence d'un régime privé permet aussi de baliser l'étendue de la couverture d'assurance. Il y a toujours une illusion de gratuité dans les régimes publics, avec une différence entre celui qui paie et celui qui reçoit. Donc, il y a toujours une dérive potentielle vers l'élargissement de la couverture qui pourrait ne pas être optimale. Ça, c'est une question de politique. Et un exemple assez simple que je vais vous montrer. 5 minutes. Ça va vite, me semble. Ça va comme ça. C'était plus long pour les autres. Oui, c'est ça, je vais essayer. Non, j'arrive là. Vous avez, par exemple, on a l'INES ici, hein, qui est une institution qui régit quel médicament doit être couvert ou non. On a voulu refuser un médicament contre le cancer. Il y a eu des pressions, évidemment, médicales et de tout autre. Et là, le gouvernement est intervenu pour des raisons strictement politiques. C'est certainement pas des raisons médicales. Vous ne me passerez pas cette question-là. Et ils ont simplement annulé. Donc, c'est le genre de dérive qu'on risque. Maintenant, lorsqu'on a des régimes privés plus, mais c'est les gens qui le payent. Les gens ont le droit d'acheter ce qu'ils veulent. Si on ne permet pas d'acheter ce qu'ils veulent, ben, il y a un problème. Là. On va simplement conduire des Lada plutôt que des BMW. Certains pour certains en tous les cas. Donc les régimes privés aussi, à mon avis, sont plus innovants, plus de souplesse, les tailles sont plus restreintes, le processus décisionnel est beaucoup moins complexe et surtout beaucoup moins politique. C'est le marché versus le processus politique, et dans un processus politique, on perd tout le temps. Je ne dis pas que le marché, c'est le meilleur des systèmes, c'est le moins pire des systèmes, essentiellement. Essayez d'en trouver mieux, bonne chance. Bon, le caractère obligatoire de l'adhésion au régime d'assurance générale médicaments est, à mon avis, majeur. Et le maintien de participation financière de l'assuré sous toutes les formes est aussi important. La prime. La prime amène toutes les personnes couvertes à contribuer. On permet au système d'exister. On partage le risque. Peut-être que j'en aurai pas besoin, mais au moins il sera là. Et donc, je paie une prime pour le faire. Ça, c'est la notion de prime. Ça varie, on l'a déjà mentionné, entre 0 et 563 $, et c'est en fonction du revenu. Donc, une forme progressive de la prime, en fait, en fonction du revenu. Franchise. La franchise, c'est essentiellement lorsque vous présentez avec une prescription la première fois dans le mois, ben vous payez vos médicaments si c'est au-delà de 16 $. Donc, la franchise, à mon avis, c'est un peu inutile. D'ailleurs, dans notre rapport, on avait suggéré de laisser tomber ça. C'est trop compliqué. Ça ne réduit pas nécessairement les coûts d'administration. Parce que 16 $, c'est trop minime. Peut-être que si c'était 40 $ à ce moment-là, on n'aurait pas engendré tout le système pour 40 $. Là, pour 16 $, c'est très difficile d'acheter un médicament en bas de 16 $ pour le moment.
Il y a la coassurance. La coassurance, ça module la consommation. Il y a un maximum mensuel aussi. Donc, on est très prudent au Québec de faire en sorte que les gens ne se ruinent pas. Les gens certains vont s'appauvrir, c'est clair, parce que si vous êtes malade, vous avez besoin de médicaments, il y a un coût à ça. Mais il n'y a personne qui va nécessairement s'appauvrir avec ça parce qu'il y a un cap. Enfin, pas s'appauvrir, mais se ruiner en tous les cas. On peut s'appauvrir, bien sûr, dès qu'on a des dépenses. Bon, on dit que ça module plus ou moins la consommation des médicaments parce qu'il y a une élasticité prix. Alors, l'élasticité pour les non-économistes dans la salle, c'est une question de dire si on hausse les prix, est-ce qu'il y a une réaction aux quantités qui serait réduite? Alors, les gens croient que c'est plutôt inélastique, donc il n'y a pas grande réaction dans les quantités lorsque les prix se haussent. Maintenant, en réalité, il faut regarder lorsque les prix se baissent, parce que si on enlève ces primes et ces coassurances, les prix vont baisser. Là, on a beaucoup moins, parce qu'on a eu très, très peu de cas où les prix ont baissé essentiellement, pour voir comment ça se passait. Alors, je pense que ce concept d'utilisateur-payeur est efficace parce qu'il permet au fond de dire est-ce que je veux ce médicament-là, est-ce que je valorise ce médicament-là? Et là, vous allez me dire, ben, il y a des gens qui prennent des médicaments parce qu'ils en ont besoin, mais il y en a d'autres qui en prennent parce qu'ils pensent qu'ils en ont besoin. Il y a tous les cas de figure dans ça, et on pourrait vous donner des exemples assez précis là-dessus. Il en existe. C'est le fait aussi que pour moi, une des raisons importantes d'avoir une coassurance, c'est de faire en sorte qu'il y a une demande aussi de prévention. Et ça, les deux sont liés. Alors, il y a la prévention, un comportement de prévention qui est plus ou moins incité si vous n'avez rien à payer dans le secteur curatif, essentiellement. Si vous devez payer quelque chose dans le secteur curatif, automatiquement, là, vous allez avoir une demande de prévention. Et je pense que souvent, la prévention, par la nutrition, entre autres, par l'activité physique, est probablement beaucoup plus efficace que n'importe quel système de santé qu'on peut s'imaginer ou de système d'assurance médicaments. Si on revient à la redistribution des revenus, il ne faut jamais utiliser les prix pour redistribuer les revenus. C'est une erreur majeure qu'on fait. Lorsqu'on accepte de geler les prix, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, on empêche les gens plus fortunés de payer pour les moins fortunés. Moi, j'appelle ça une politique de droite, contrairement à ce que certains prétendent. Si vous laissez les prix s'ajuster, ben là, et il y a des gens qui auront moins d'accès à ces médicaments-là ou ce système-là parce qu'ils n'ont pas les prix qu'il faut, mais vous devez tout simplement leur transférer des ressources. Utilisons pas les prix. Les prix, c'est simplement sur l'allocation des ressources et non pour l'utilisation des ressources. Alors, est-ce que ce système est bon? Évidemment. Est-ce qu'il est un modèle? Absolument. Est-ce qu'il est un modèle pour le reste du Canada? J'en sais rien. C'est à chaque province de dire s'ils sont prêts à mettre plusieurs milliards dans le système. C'est eux qui vont payer. C'est à eux de choisir. Mais je pense que c'est un système qui leur serait intéressant. Je pense, par contre, c'est un système qui peut être extrêmement intéressant. J'arrive là. Qui est extrêmement intéressant pour l'assurance maladie. Et là, j'aimerais bien l'exporter à l'assurance maladie. On a déjà une prime. Alors, Mme Frémont va me parler d'impôts. C'est une prime. C'est-à-dire que ça permet au système, les fonds sont dédiés à la finesse, là, qui est une entité pour les établissements d'assurance maladie. Et on aurait dû garder l'étiquette modérateur, effectivement, et parce que juste la prime, sans étiquette de modérateur, ça joue exactement dans le rôle qu'on ne veut pas. Pourquoi? Si vous avez une prime, et donc, ça veut dire que quelle que soit l'utilisation du système de l'assurance maladie, par exemple, vous payez de toute façon. Donc, vous allez essayer d'amortir. Vous allez être intéressé à vouloir amortir votre prime. Donc, ça veut dire que vous allez exploiter davantage l'assurance maladie. Ticket modérateur aurait mis un frein un peu à ça. Je ne sais pas de quel ordre que ça aurait pu être, mais aurait mis un peu un frein là-dessus. D'ailleurs, tout le monde comprend ça. Les médecins ont bien compris ça. Rappelez-vous que les médecins, dans cette discussion, pour ceux qui sont du Québec, étaient tous en faveur de la prime, mais non sur l'étiquette modérateur. C'est clair, les médecins sont payés à l'acte ici au Québec, de sorte qu'ils ne réduisent pas les actes, ils les augmentent au contraire, mais ils sont tout à fait d'accord pour le faire. Alors, conséquence, au plan politique, donc au plan économique, ce système est exportable. Au plan politique, c'est clair que ça ne le sera pas. Pourquoi? Parce que dans l'assurance médicaments, on est parti d'un système où les gens devaient payer vers un système où les gens devaient payer moins, essentiellement dans le secteur public. Là, on partira d'un système où tout est gratuit. C'est une illusion de gratuité et là, on demanderait à quelqu'un de payer. Malheureusement, ça ne fera pas. Les conséquences, et ce sera comme en santé, comme en éducation, la qualité va simplement diminuer dans le temps. Voilà.